Dans la nuit du 12 janvier 2026, le Burkina Faso a frôlé le point de rupture juste après 23 heures. Quand le public a commencé à comprendre, selon les autorités, la phase la plus dangereuse était déjà terminée, arrêtée à huis clos, sans alerte publique, plutôt que dans la panique. Que vaut une stabilité qui dépend de minutes et que signifie ce récit officiel pour Ibrahim Traoré si le plan était, dit-on, passé de l'intention à l'exécution? Derrière la ville normale, une horloge tournait et l'État jouait son dernier coup. Ce récit ne promet pas des révélations spectaculaires ni des certitudes définitives, mais une reconstruction méthodique de ce que l'État burkinabé affirme avoir empêché cette nuit-là. L'enjeu pour le lecteur est simple: comprendre en moins de 30 minutes comment une menace invisible peut atteindre un stade critique sans jamais apparaître dans l'espace public. Il s'agit aussi de mesurer ce que ce type d'événement révèle sur la nature du pouvoir, de la sécurité et de la communication politique dans un pays sous pression permanente. À travers la chronologie officielle, les silences assumés et les choix tactiques décrits par les autorités, le cas d'Ibrahim Traoré devient un prisme, non pas seulement celui d'un homme visé, mais celui d'un système qui tente de se protéger sans se dévoiler. Enfin, cette analyse pose une question plus large. Quand la stabilité repose sur le secret et le timing, qui décide du moment où la vérité peut être dite et à quel prix collectif? Selon le récit officiel, l'intervention décisive est intervenue quelques minutes seulement avant l'ouverture de la fenêtre d'exécution prévue après 23 heures, transformant une menace imminente en quasi-catastrophe évitée. Ce détail temporel, martelé par les autorités, sert de pivot. Il ne s'agissait plus d'une hypothèse ni d'une alerte précoce, mais d'un plan arrivé à son stade final, visant directement Ibrahim Traoré. Pour comprendre ce moment, il faut revenir en arrière. Les responsables burkinabés expliquent que les premiers signaux n'étaient pas isolés ni fragmentaires. Des informations auparavant dispersées se sont soudainement alignées, révélant une opération unique, structurée et synchronisée. Ce basculement, affirme-t-il, a déclenché un mode de sécurité rarement activé, sans déploiement visible, sans communication publique, afin d'éviter toute réaction en chaîne. Le choix du silence n'était pas accidentel. Les autorités décrivent un dilemme constant. Agir trop tôt risquait d'alerter les personnes impliquées et d'accélérer le passage à l'acte. Agir trop tard signifiait perdre toute capacité de prévention. À ce stade, la menace n'était plus évaluée en jours ou en heures, mais en minutes. La capitale, elle, continuait de fonctionner normalement, tandis que l'appareil de renseignement entrait dans une logique de compte à rebours. Ce qui distingue cet épisode des rumeurs passées, selon le gouvernement, est la maturité du plan. Les décisions auraient été prises, les rôles assignés, les lieux et le calendrier verrouillés. Il ne restait plus d'arbitrage stratégique, seulement l'exécution conditionnelle. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'était pas présenté comme une cible symbolique, mais comme le point de départ d'une séquence plus large destinée à désorganiser l'État. Cette lecture officielle prépare le terrain pour la suite. Si l'assassinat n'était qu'un premier mouvement, alors la question centrale n'est plus seulement comment il a été évité, mais pourquoi il devait ouvrir quelque chose de plus vaste. C'est cette interrogation qui guide le reste du récit. Dans le récit des autorités, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme une cible à protéger, mais comme un point d'ancrage autour duquel se structure toute la réponse sécuritaire. Le dispositif décrit n'est pas centré sur une présence visible ou une démonstration de force, mais sur la continuité du commandement. Préserver la capacité de décision importait autant que préserver une vie, car toute rupture au sommet aurait créé un vide immédiat. Les premiers effets de cette logique se sont manifestés avant même toute arrestation.
Les responsables expliquent que la surveillance a été intensifiée sans modifier le quotidien apparent de la capitale. Aucun barrage, aucune annonce, aucune restriction publique. Cette normalité était en soi une mesure de sécurité destinée à empêcher les acteurs impliqués de détecter un changement de posture et d'adapter leur calendrier. Un cas souvent cité par les autorités concerne les mouvements internes. Plutôt que de déplacer massivement des unités, ce qui aurait laissé des traces visibles, les services auraient privilégié la confirmation silencieuse des accès, des itinéraires et des présences clés. L'objectif n'était pas l'interpellation immédiate, mais la compréhension complète de la séquence en cours. Chaque minute gagnée sans alerter devenait un avantage stratégique. Cet équilibre fragile a produit un impact paradoxal. Pour la population, la nuit est restée banale. Pour l'appareil d'État, elle s'est transformée en test de coordination extrême, où chaque décision pouvait provoquer une réaction irréversible. Les autorités insistent sur le fait que ce décalage entre perception publique et réalité opérationnelle était volontaire, même s'il comportait des risques élevés. L'idée à retenir est simple. Quand la stabilité dépend du silence et du timing, la frontière entre protection et vulnérabilité devient extrêmement mince. La séquence décrite par les autorités commence par une activation discrète, presque administrative, loin de toute image de crise ouverte. Selon le gouvernement, les systèmes internes de sécurité ont basculé vers un mode rarement utilisé, précisément parce qu'il permet d'agir sans modifier l'environnement visible. Rien ne devait signaler que quelque chose avait changé, ni pour la population, ni pour les acteurs impliqués dans le complot. Cette phase d'activation n'avait qu'un objectif: laisser l'opération adverse continuer juste assez longtemps pour en confirmer la portée réelle. Très vite, le récit officiel entre dans sa phase de tension maximale. Les services de renseignement affirment avoir compris que le plan ne relevait plus d'une simple intention. Les armes auraient été prêtes, les accès définis, les participants positionnés. À ce stade, explique-t-il, l'État ne menait plus une enquête, mais une course contre une horloge déjà lancée. La question centrale n'était plus si l'attaque aurait lieu, mais quand et dans quelles conditions elle pourrait être stoppée sans provoquer une accélération incontrôlée. Le point de bascule intervient autour du calendrier. Les autorités soutiennent que l'assassinat de Ibrahim Traoré devait se produire juste après 23 heures, un créneau choisi pour sa discrétion opérationnelle. Ni trop tard, pour éviter une mobilisation matinale rapide, ni trop tôt, afin de conserver un effet de surprise. Ce choix temporel structure toute la suite. Il détermine la pression sur les services de sécurité, la marge d'erreur et le type de réponse envisageable. Chaque action prématurée risquait de déclencher l'exécution immédiate du plan. Dans cette phase, la montée vers le moment le plus critique est décrite comme une pause contrôlée. Les comploteurs, selon les autorités, attendaient que les conditions finales soient réunies. L'État, de son côté, retardait volontairement les arrestations. La surveillance se renforçait, les communications étaient non suivies, les mouvements confirmés, mais aucune force visible n'était déployée. Ce choix, affirment les responsables, visait à éviter que le plan ne se transforme en quelque chose de plus chaotique et plus violent encore. Le moment décisif survient dans les dernières minutes de la fenêtre prévue. Les autorités affirment être intervenues alors que toutes les conditions de l'exécution étaient réunies. Il ne s'agissait pas d'une prévention anticipée, mais d'une interruption à la limite du point de non-retour. Cette nuance est centrale dans le discours officiel. Elle sert à souligner la gravité de la menace et à justifier le silence maintenu jusqu'à ce moment précis. Les répliques de cet événement ne sont pas immédiates dans l'espace public, mais elles sont profondes dans l'appareil d'État.
Une fois l'attaque stoppée, la priorité aurait été donnée à la neutralisation discrète des acteurs impliqués, à la sécurisation des preuves et à la prévention de toute panique. La chronologie publique explique que les autorités commencent volontairement après la phase la plus critique lorsque le risque principal a déjà été contenu. Cette dynamique de l'activation silencieuse au point culminant évité de justesse sert de socle à l'ensemble du récit gouvernemental. Elle prépare surtout une question plus lourde. Si tout était conçu pour se dérouler en quelques minutes, que devait-il se passer immédiatement après? Au départ, selon les autorités, il s'agissait de signaux dispersés et non confirmés. À la fin, l'État affirme avoir fait face à une opération financée, planifiée et prête à être exécutée dans une fenêtre de temps extrêmement précise. Ce passage d'un soupçon fragmentaire à une certitude opérationnelle constitue le cœur de l'argument officiel. Quelque chose a changé d'échelle et ce changement justifierait l'ensemble des décisions prises dans le silence. D'abord, les autorités insistent sur un élément chiffré lié au temps. Les responsables expliquent que l'intervention finale serait intervenue quelques minutes avant l'ouverture de la fenêtre d'exécution, prévue juste après 23 heures. Ce détail n'est pas présenté comme anecdotique, mais comme une mesure de la gravité de la situation. Plus une opération approche de son horaire cible, plus la capacité de dissuasion diminue, et plus chaque décision comporte un risque irréversible. Dans cette lecture, le facteur temps devient une preuve indirecte du degré d'avancement du plan. Ensuite, le récit officiel met l'accent sur l'aspect financier de l'opération. Lors de son allocution, le ministre de la Sécurité a affirmé que l'opération aurait été financée à hauteur de 70 millions de francs CFA, une somme décrite comme déjà versée et en circulation. L'insistance sur ce point vise à distinguer une intention idéologique d'une capacité réelle. Selon le récit officiel, cet argent aurait permis de déplacer des personnes, de sécuriser une logistique discrète et de maintenir la discipline nécessaire à une action coordonnée. En d'autres termes, le financement est présenté comme le lien entre le projet et son exécution imminente. Enfin, les autorités ancrent la phase finale dans une datation précise. Les autorités situent la phase critique de l'opération dans la nuit du 12 janvier 2026, tout en expliquant que la montée en puissance avait commencé plusieurs jours auparavant, lorsque les systèmes internes de sécurité ont basculé vers un mode exceptionnel. Cette précision temporelle sert à montrer que l'État n'aurait pas réagi dans l'urgence aveugle, mais après une période de confirmation progressive. Le chiffre ici n'est pas seulement une date, il marque un point de non-retour dans l'évaluation de la menace. Pris ensemble, ces trois mesures, le compte à rebours de quelques minutes, le montant du financement et la datation précise de la phase finale, constituent l'ossature factuelle du discours gouvernemental. Elles sont utilisées pour étayer l'idée que la cible, Ibrahim Traoré, n'était pas au centre d'un scénario hypothétique, mais au cœur d'une séquence déjà activée. Sans ces éléments, reconnaissent implicitement les autorités, le récit risquerait de rester au niveau de l'affirmation politique. Cependant, ces chiffres ont aussi une limite. Aucun document indépendant n'a été rendu public pour corroborer le montant avancé, ni pour préciser la circulation exacte des fonds. De même, la durée exacte entre la confirmation finale et l'intervention n'est pas détaillée. Le gouvernement demande donc au public d'accepter ces données comme des indicateurs de crédibilité, non comme des preuves judiciaires complètes. Autrement dit, on passe d'un avant fait de rumeurs et d'alertes diffuses à un après, où le récit devient chiffré et structuré, destiné à transformer une menace invisible en événement mesurable. Cette transformation prépare la confrontation suivante. Que valent ces preuves face aux arguments de ceux qui doutent de la version officielle? Du côté des sceptiques, une première réserve revient souvent:
La source du récit reste unique. Tout ce que l'on sait de cette nuit repose sur les déclarations des autorités burkinabées sans publication de preuves vérifiables ni confirmation indépendante. Selon cette lecture, l'absence de documents, de noms précis et de chronologie détaillée affaiblit la crédibilité de l'ensemble. Un événement présenté comme étant passé à quelques minutes du désastre devrait, affirme-t-il, produire davantage de traces tangibles pour justifier une telle gravité. Une autre réserve, tout aussi fréquente, concerne l'utilité politique possible de ce récit. Certains observateurs estiment qu'un complot déjoué peut servir à renforcer la légitimité du pouvoir en place, en particulier dans un contexte sécuritaire tendu. En mettant en avant la figure d'Ibrahim Traoré comme cible centrale, l'État consoliderait l'image d'un dirigeant indispensable à la stabilité nationale, tout en marginalisant toute opposition potentielle assimilée, directement ou indirectement, à une menace existentielle. Face à ces critiques, la réponse officielle s'articule autour de deux axes. D'abord, les autorités soutiennent que la discrétion fait partie intégrante de la prévention moderne. Rendre publiques des preuves opérationnelles trop tôt risquerait de compromettre des enquêtes en cours, d'exposer des sources de renseignement ou de permettre à d'éventuels complices de s'adapter. Dans cette logique, l'absence de transparence immédiate n'est pas un aveu de faiblesse, mais un choix stratégique. Ensuite, le gouvernement insiste sur la cohérence interne du récit. Les éléments avancés, calendrier précis, financement déjà engagé, séquence d'actions en plusieurs étapes, forment, selon lui, un ensemble difficile à inventer sans laisser de contradictions majeures. L'argument n'est pas que chaque détail est prouvé publiquement, mais que l'ensemble présente une logique opérationnelle crédible pour ceux qui connaissent les dynamiques sécuritaires régionales. Ce débat met en lumière une tension classique. D'un côté, l'exigence de preuves indépendantes dans un État moderne. De l'autre, la réalité d'opération, où la révélation complète peut créer de nouveaux risques. Dans ce cadre, la question n'est pas seulement de savoir si le récit est vrai ou faux, mais quel niveau de transparence est possible sans fragiliser davantage le système. Cette confrontation prépare le point médian du récit. Si l'on accepte provisoirement la logique gouvernementale, quel était l'élément qui devait tout faire basculer après l'assassinat? Selon les autorités, l'élimination d'Ibrahim Traoré n'était conçue que comme le premier mouvement d'une séquence beaucoup plus vaste, pensée pour désorganiser l'État avant même qu'il ne puisse réagir. Ce point marque un changement de lecture fondamental. Jusqu'ici, le récit pouvait encore être interprété comme une tentative ciblée contre un dirigeant. À partir de là, il devient une stratégie systémique. Les responsables expliquent que le calendrier précis n'avait de sens que s'il ouvrait un espace immédiatement exploitable. L'objectif n'était pas seulement de créer un choc, mais d'utiliser la confusion initiale pour empêcher toute stabilisation rapide. Dans cette logique, chaque minute suivant l'assassinat comptait davantage que l'acte lui-même. Le silence, la simultanéité et la vitesse étaient censés produire un effet cumulatif. Ce révélateur central redéfinit les priorités de la réponse étatique. Il ne suffisait plus de protéger une personne ou un lieu. Il fallait interrompre une chaîne d'action destinée à paralyser la capacité de commandement, militaire comme civile. C'est à ce moment précis, selon le gouvernement, que la menace a été requalifiée. D'un risque grave mais ponctuel, elle est devenue une attaque potentielle contre l'architecture même du pouvoir. Ce basculement explique rétrospectivement le niveau de prudence adopté. Si l'État avait agi trop tôt, il aurait pu déclencher les phases suivantes sans en avoir identifié tous les acteurs. Agir trop tard, en revanche, signifiait perdre la possibilité de reprendre l'initiative. Le cœur du danger ne résidait donc pas uniquement dans l'assassinat évité, mais dans ce qui devait suivre immédiatement après.
C'est cette séquence postérieure, encore invisible au public à ce stade, qui porte les conséquences les plus lourdes. Les effets potentiels de cette séquence, tels que décrite par les autorités, se déclinent à plusieurs niveaux, bien au-delà de la personne d'Ibrahim Traoré. Pour l'État, la première conséquence aurait été une fracture immédiate de la chaîne de commandement. La disparition simultanée du chef de l'exécutif et de plusieurs officiers supérieurs évoqués dans le récit officiel aurait créé un vide décisionnel critique. Dans un tel contexte, même des institutions intactes sur le papier peuvent honorer se retrouver paralysées, faute d'ordre clair et légitime dans les premières minutes décisives. Du côté des forces de sécurité, l'impact aurait été tout aussi direct. Les autorités expliquent que l'absence de leadership identifiable ralentit la coordination, multiplie les hésitations et augmente le risque d'erreurs opérationnelles. Sans confirmation centralisée, chaque unité peut être tentée d'agir de manière isolée ou, au contraire, d'attendre trop longtemps. Ce type de flottement, même bref, suffit parfois à transformer une crise contrôlable en désordre durable. Pour les citoyens, les conséquences auraient été moins visibles immédiatement, mais plus profondes dans la durée. Le plan, selon les autorités, visait à provoquer un choc psychologique avant même toute prise de parole officielle. L'objectif n'était pas d'expliquer ce qui se passait, mais de laisser la peur et l'incertitude se diffuser plus vite que l'information. Dans un tel scénario, les rumeurs, les messages contradictoires et les interprétations improvisées auraient pu s'imposer comme principale source de compréhension, fragilisant la confiance dans les institutions. Les acteurs économiques n'auraient pas été épargnés. Une rupture brutale de la stabilité politique, même de courte durée, suffit à suspendre des décisions, retarder des flux et accentuer une perception de risque déjà élevée. Les autorités suggèrent que la simultanéité recherchée par les comploteurs visait aussi à créer un climat d'attentisme, où personne ne sait s'il faut continuer, se retirer ou attendre un signal qui ne vient pas. Enfin, au niveau régional, l'affaire aurait rapidement dépassé les frontières nationales. Les allégations de financement extérieur et la nature coordonnée de l'opération auraient transformé une crise interne en sujet diplomatique sensible. Dans une région déjà marquée par l'instabilité, l'effondrement soudain d'un centre de pouvoir aurait eu des répercussions sur les équilibres sécuritaires voisins, même sans changement de régime immédiat. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière dans le récit officiel. Il n'est pas présenté uniquement comme une cible, mais comme un point de stabilisation dont la disparition devait déclencher une cascade d'effets. En ce sens, les autorités insistent sur une idée clé. Ce qui a été évité n'est pas seulement un assassinat, mais une série de conséquences conçues pour se renforcer mutuellement dans un laps de temps extrêmement court. À partir du récit officiel, les autorités esquissent implicitement trois trajectoires possibles pour les mois à venir, chacune dépendant moins de l'événement lui-même que de la manière dont ses suites sont gérées. Une première trajectoire possible serait celle d'une continuité prudente. Dans cette hypothèse, l'État poursuit les arrestations discrètes, cartographie les réseaux évoqués et renforce ces dispositifs sans bouleversement visible. La communication reste mesurée, centrée sur le contrôle et la prévention. Ce scénario privilégie la stabilité immédiate, mais il comporte un risque. Laisser subsister des zones d'ombre qui alimentent les doutes et les interprétations concurrentes. Une trajectoire plus favorable reposerait sur une clarification progressive. Les autorités décideraient, à un moment choisi, de rendre public davantage d'éléments vérifiables sans compromettre les enquêtes. Des procédures de judiciaire visibles, même partielles, permettraient de transformer le récit sécuritaire en séquence institutionnelle. Dans ce cas,
L'épisode renforcerait la crédibilité de l'État et la perception de sa capacité à anticiper des menaces complexes. La figure d'Ibrahim Traoré s'inscrirait alors dans une continuité de gouvernance consolidée où l'événement devient un test réussi plutôt qu'un avertissement latent. Et il existe aussi une trajectoire plus inquiétante, celle d'une érosion silencieuse. Si les accusations restent sans suite visible, si les réseaux évoqués ne sont ni clairement démantelés, ni formellement identifiés, l'affaire pourrait nourrir une méfiance durable. Les rumeurs remplaceraient les faits et chaque incident futur serait interprété à la lumière de cette nuit non totalement expliquée. Dans un contexte sécuritaire fragile, cette perte de confiance pourrait s'avérer plus déstabilisante qu'une crise ouverte et assumée. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Elles dépendent du rythme et du moment choisi pour l'action publique. Trop de silence entretient l'incertitude. Trop de précipitation peut fragiliser des procédures sensibles. Le défi n'est donc pas seulement sécuritaire, il est narratif et institutionnel. La recommandation implicite est claire. Si l'État parvient à articuler protection, justice et lisibilité dans le temps, l'épisode restera une alerte contenue. Sinon, il risque de devenir une référence permanente, réactivée à chaque tension future, comme un rappel que la stabilité repose encore sur un équilibre précaire. Au-delà des cercles sécuritaires et politiques, ce type d'événement modifie aussi la relation entre l'État et ceux qui l'observent au quotidien. Pour une première catégorie de citoyens, notamment ceux directement exposés aux tensions sécuritaires, le récit officiel renforce l'idée d'une menace permanente mais largement invisible. La stabilité perçue n'est plus le résultat d'un ordre solide, mais d'interventions discrètes dont ils ne prennent connaissance qu'après coup. Pour une seconde catégorie, plus attentive au débat public, l'épisode soulève une question de confiance. Accepter le récit tel qu'il est présenté suppose de croire que le silence est parfois une condition de la protection collective. Mais cette acceptation reste fragile tant que les éléments concrets demeurent à partiels. L'incertitude ne provoque pas nécessairement une opposition ouverte, mais elle installe un doute durable sur ce qui est su et sur ce qui ne l'était pas. Les acteurs de la société civile et des médias se trouvent, eux aussi, dans une position intermédiaire. Leur marge de manœuvre est limitée par l'absence d'informations indépendantes, mais leur silence total peut être interprété comme une validation implicite. Cette tension crée un espace où les récits parallèles prospèrent, non par malveillance mais par manque de repères clairs. Enfin, pour ceux qui suivent la trajectoire d'Ibrahim Traoré, l'événement agit comme un révélateur. Il rappelle que ce pouvoir, dans un contexte instable, est moins un statut qu'un point de vulnérabilité. La question n'est donc pas seulement de savoir si la menace a été neutralisée, mais comment cette exposition permanente transforme la manière de gouverner et d'être gouverné. Dans ce cadre, le public n'est pas un simple spectateur. Il devient un acteur indirect dont la confiance, l'attention ou le scepticisme influencent la solidité du récit officiel sur la durée. Dans la version présentée par les autorités, la réponse à ce type de menace ne peut pas se limiter à une neutralisation ponctuelle. Elle s'inscrit dans une feuille de route en plusieurs étapes, pensée pour éviter la répétition plutôt que pour célébrer une victoire. La première étape consiste à sécuriser le sommet, non seulement par des mesures visibles, mais par la continuité du commandement autour d'Ibrahim Traoré, afin que toute tentative de déstabilisation échoue à créer un vide décisionnel immédiat. La deuxième étape concerne le démantèlement des réseaux. Les responsables expliquent que les arrestations annoncées ne sont qu'un début et que l'objectif réel est de cartographier l'ensemble des cellules évoquées. Qui recrute, qui finance, qui assure la logistique
qui attend des instructions. Chaque rôle doit être identifié avant toute communication complète. Cette phase privilégie la précision au spectaculaire, même si elle exige du temps. La troisième étape est judiciaire. Pour transformer un récit sécuritaire en processus institutionnel, des procédures formelles doivent suivre avec des éléments présentables devant des instances compétentes. Sans cela, la prévention reste cantonnée au registre de l'affirmation politique. Les autorités suggèrent que cette transition est indispensable pour stabiliser durablement la situation. La quatrième étape touche à la communication publique. Il ne s'agit pas de tout révéler, mais de choisir des moments précis pour éclairer ce qui peut l'être, afin de réduire l'espace laissé aux rumeurs. Ce calibrage vise à préserver la confiance sans compromettre les enquêtes encore actives. Enfin, la dernière étape est régionale. Les allégations de financement extérieur imposent, selon le gouvernement, une coordination diplomatique minimale pour éviter que l'affaire ne se transforme en tension durable avec les pays voisins. Cette séquence complète dessine une logique claire. Empêcher que l'épisode ne se répète tout en consolidant l'autorité de l'État dans le temps. Dans ce récit, l'image qui revient n'est pas celle d'une arrestation spectaculaire ni d'un discours triomphant, mais celle d'une ville restée ordinaire pendant que tout se jouait ailleurs. Cette normalité apparente, déjà évoquée plus tôt, devient le motif central de la conclusion. Elle symbolise un pouvoir qui survit moins par l'éclat que par la maîtrise du tempo et par la capacité à absorber des chocs sans les rendre visibles. Ibrahim Traoré réapparaît ici non comme un héros mis en scène, mais comme un point fixe autour duquel s'organise la continuité. Ce que les autorités cherchent à souligner, c'est que la survie d'un individu n'était qu'une condition parmi d'autres pour éviter un effondrement plus large. La vraie victoire, dans leur lecture, réside dans le fait que rien n'a semblé changer pour ceux qui dormaient cette nuit-là. Ce contraste donne à l'épisode une tonalité particulière. Plus le danger était élevé, plus la réponse devait rester discrète. Plus la fenêtre était étroite, plus le silence devenait une arme. Cette logique inverse les attentes habituelles et laisse une impression durable. Ce qui n'a pas été vu et c'est peut-être plus important que ce qui a été annoncé. Une phrase s'impose alors comme un clou narratif. La stabilité a tenu parce que personne n'a su à quel point elle vacillait. C'est sur ce paradoxe que le récit se referme émotionnellement avant de laisser place à la dernière question. Ce qui reste après ce récit n'est pas une certitude absolue, mais une invitation à réfléchir collectivement à la manière dont les États fragiles gèrent l'invisible. L'histoire racontée par les autorités burkinabées pose moins la question de ce qui s'est passé que de ce que l'on accepte de ne pas voir pour préserver un équilibre. Elle interroge aussi le rôle du public, observateur passif, juge critique ou partenaire silencieux d'une stabilité négociée dans l'ombre. Dans le cas d'Ibrahim Traoré, cette nuit devient un symbole plus large. Elle rappelle que, dans certains contextes, le pouvoir ne se mesure pas seulement aux décisions prises en plein jour, mais à celles qui sont assumées sans témoin. Ce constat peut rassurer ou inquiéter selon le degré de confiance accordé aux institutions et à leurs récits. La question ouverte est donc simple mais essentielle. Jusqu'où un État peut-il aller dans le silence pour protéger l'ordre sans fragiliser le lien avec ceux qu'il gouverne? Et à partir de quel moment la discrétion nécessaire devient-elle un risque en soi? C'est cette zone grise entre sécurité et transparence qui mérite d'être discutée, analysée et comprise au-delà de cet épisode précis.